N'avez-vous pas peur de la réaction de la rue? La rue a déjà réagi. Le discours du chef de l'État a fait le tour des réseaux sociaux. Vous l'aviez suivi, tous les compatriotes... Les gens analysent encore. Tous les compatriotes... Parce que jusqu'ici, il y a rien de concret. S'il vous plaît, l'ont suivi. Vous savez, lorsqu'il était question de rétoquer l'article 220, le président Kabila ne l'avait pas dit solennellement, mais les actes extérieurs avaient poussé la population à investir les rues et la population s'était inscrite contre cette révision. Les chefs de l'État, vous avez dit ici, c'est une institution, il a parlé, mais la population est d'accord avec la position du chef de l'État. Sinon, il y aurait des remous, il y aurait déjà de manifestations. Merci. Étant de l'UDPS, lors du vivant de Etienne Tshisekedi, il avait dit clairement, une fois UDPS au pouvoir, nous allons détricoter la constitution actuelle. Et nous en sommes là. L'UDPS est en train de gérer. L'UDPS estime que la constitution est une épine qui nous empêche de bien travailler. Mais parce que nous voulons aujourd'hui offrir à notre peuple une constitution qui soit en phase avec l'évolution de la société, avec nos mœurs, avec nos réalités. Cette constitution nous a été importée et cette constitution est en déphasage avec beaucoup de choses. Le président a listé certaines choses qui doivent naturellement être changées dans notre constitution. Et je crois qu'en tant qu'intellectuel et en tant que politique, nous ne pouvons que réfléchir dans ce sens-là. Il a parlé de l'identification des députés, la formation du gouvernement, il a cité quelques points. Voilà, l'UDPS n'est pas en train d'imposer à la population. En dernier ressort, c'est celle-ci qui va décider, c'est la population qui doit décider. Oui, la constitution que nous avons, notre problème, oui. La constitution que nous avons est l'émanation de la population, de notre peuple. Même si nous avons battu campagne pour le non, mais nous nous étions inclinés à la volonté de la majorité de la population. Donc, nous allons, si référendum il y en aura, nous allons bien entendu soumettre ça à la sanction de la population. Si elle estime que les raisons qui ont milité à la réécriture d'une autre constitution sont légitimes et fondées, je crois que la population votera pour le oui. Mais si celle-ci trouve que voilà, c'est une arnaque, tout simplement pour soi, parce que là, j'entends les gens dire que nous voulons, le président veut prolonger son bail au palais de la nation, il veut faire un 3e, 4e, 5e mandat, c'est comme ça qu'il est vent debout pour les changements de la Constitution. Et si la population trouve que ces raisons ou ces accusations gratuites sont fondées, elle votera pour le non. Donc laissons le choix à la population. Ici, je profite de votre micro pour dire à notre peuple que c'est lui qui détient la souveraineté totale. Le peuple est souverain, on le dit en démocratie, même si nous qui sommes du pouvoir, nous qui sommes aux affaires, nous qui gérons ou qui parlons au nom et pour le compte de ces peuples, même si nous le faisons, c'est tout simplement parce que ces peuples-là, à travers le loi de la République, nous ont légué une portion de leur souveraineté. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas l'exprimer autrement. C'est comme ça que vous verrez, un président peut se faire élire aujourd'hui par ces mêmes peuples-là, et les mêmes peuples descendent dans la rue pour exiger son départ, lorsqu'ils trouvent qu'il est à côté des assignations qui ont bien entendu poussé les peuples à voter pour lui. Moi, je crois que nous sommes en train d'aller vite en besogne. Nous sommes en train de faire des prédictions sur des choses qui ne sont pas encore arrivées. Le président a promis de mettre en place une commission qui sera chargée de réécrire notre constitution. Mais en dernier ressort, c'est le peuple qui va décider. Attendons voir quelle est la version de ces projets de constitution qui sera soumis
à notre peuple quelle est la version qui sera adoptée. Et je crois que les dispositions constitutionnelles vont prévoir l'essor de nos institutions qui sont en place. Donc, puisque cette réécriture n'est pas encore à l'ordre du jour, ou n'est pas encore effective, je crois qu'il est malaisé pour moi de commencer à chupoter sur des choses qui n'ont pas encore pris corps. Nous avions refusé la Constitution de 2006. Non, vous, c'était UDPS. Nous étions dans l'opposition aussi. Hein. Oui. L'opposition est plurielle. Okay. Je vous rappelle ici, sur ces plateaux, qu'il y a un membre de l'opposition, un membre éminent de l'opposition, un membre important de l'opposition, qui a émis les vœux de changer notre Constitution. C'est un ancien Premier ministre qui a travaillé sous cette Constitution que nous avons, qui a rencontré aussi des difficultés, des problèmes. Vous parlez d'Adolphe Muzito, mais d'aucuns pensent qu'il serait déjà des vôtres. Des milliers disent que il s'agit de l'opposition. Nous avons eu aussi une opposition qui avait soutenu les référendums en 2006. Vous comprenez? Donc, ici, on ne peut pas obliger, en démocratie, on n'oblige pas les citoyens à parler tous d'une seule voix. Donc, il y a toujours des voix dissonantes qui existent, mais en démocratie aussi, toujours, il y a la voix de la majorité qui prévaut, qui prime toujours. Donc, si la majorité, après référendum, vote pour ces projets de constitution, je crois que cette opposition minimisable va devoir s'incliner à la voix de la majorité. Minimisable? Effectivement. C'est comme ça qu'il faut qualifier cette dernière des Nzala, des pété-pété. Bon, c'est votre point de vue. Mais seulement, nous voulons ici, sous le mandat du président de la République, offrir à notre peuple une constitution qui ne va plus poser problème dans l'avenir. Ce n'est pas seulement pour nous. Vous savez, 10 ans, c'est beaucoup, mais c'est peu. Le chef de l'État est en cours de son 2e mandat, mais c'est comme si c'est hier qu'il a été élu président de la République. Donc déjà, ça fera 1 année. Comment il va s'y prendre? Est-ce qu'il va respecter son Donc ce n'est pas seulement pour nous. Ou bien nous, on change la constitution aujourd'hui. Taboula Rasa, il va postuler encore à nouveau pour mettre en exergue ou en exécution la prochaine. Je ne saurais pas répondre à votre question. Je ne suis pas un devin. Comme je l'ai dit, je crois que j'avais répondu à cette question, mais autrement posée. Je ne ferai pas de prédictions par rapport à l'issue de ces processus. Je ne connais pas les attendus de la Constitution, qu'est-ce qui sera repris dans les dispositions constitutionnelles, et là je suis vraiment très mal placé pour faire une analyse quant à ça, et surtout qu'il reviendra à notre peuple de décider si il aura besoin d'une nouvelle Constitution ou d'une Constitution révisitée. J'informe mes électeurs que dans les mois qui commencent, je serai sur tous les fronts, dans toutes mes bases, pour parler de la nouvelle Constitution. Ah bon, déjà? Voilà, nous devons sensibiliser notre peuple, lui montrer les biens fondés du changement ou de la révision de la Constitution par rapport à son devenir, par rapport à ce dont notre peuple est en train d'aspirer. Bon jeudi à vous tous et à vous qui êtes branchés, vous qui nous suivez de partout. Nous sommes heureux d'être des vôtres ce matin pour ce nouveau Nice Press. Fini les suspens, fini les spéculations. Hier, tout le monde s'est posé la question, est-ce que la Constitution sera-t-elle changée ou modifiée? Eh bien, le chef de l'État s'est prononcé quant à ce. Devant la population congolaise à Kisangani, le chef de l'État dit clairement que la loi fondamentale que nous avons aujourd'hui n'est pas bonne. D'où il faut retoucher, il faut reviser au besoin, il faut peut-être changer ces dernières. Qu'adviendra-t-il? Il y a des voix qui s'élèvent déjà. Il y a de ceux-là qui sont contre, qui pensent que Félix Tshisekedi va s'éterniser au pouvoir. Mais il a dit clairement que la Constitution ne répond pas aux critères ou encore aux réalités du pays. Concernant l'article 120,
ici nous parlons du mandat des chefs de l'État. Certes, c'est de 5 ans, mais le chef de l'État a dit, il renvoie la balle à la population que nous sommes, pour dire que c'est à nous, peuple, de décider s'il faut changer le mandat ou pas. Du coup, on parle de référendum. Alors qu'il y a peu, la CENI venait d'organiser des élections, vous et moi savons qu'il y avait les irrégularités. La CENI avait même exclu quelques candidats sous prétexte que ces derniers détenaient les machines à voter. Donc, en clair, il n'y a pas assez de crédibilité par rapport aux élections organisées hier par la CENI. Lors du référendum, est-ce que cette fois-là on fera foi? Est-ce que cette fois-là ça sera crédible? Nous allons vous en dire plus. L'insécurité continue à battre son plein dans la partie Est, et c'est vrai. Après les prouesses de nos Ouazalais, de nos FARDC, en ce moment, on a failli un peu, on a trébuché un peu. Le M23 ont récupéré quelques localités, notamment Kalembe. Mais nous sommes confiants, convaincus que nous allons, nous, Congo, nous Congolais, nous FARDC et nos compatriotes Ouazalendo, nous allons récupérer bien sûr les zones ou encore les territoires en ce moment occupés par le M23. Il y a polémique tout autour de cet opposant qu'on appelle Franck Diongo, qui hier était encore à Kigali. Je ne sais pas s'il a regagné l'Europe ou pas, mais toujours est-il qu'il venait d'être à Kigali il y a peu. Certaines sources nous révèlent qu'il se rapproche de plus en plus du rebelle, il se rapproche de plus en plus de Kagame pour faire mal au pouvoir de Kinshasa, pour nous faire mal, parce qu'en principe, si vous touchez les armes contre la nation, c'est nous tous qui sommes concernés, donc c'est compliqué. Eh bien, on va dire qu'il y a certains Congolais qui continuent à pousser les béquilles du côté Kagame, du côté Corneille Nangaa, pour renverser les régimes de Kinshasa. Toutes ces questions seront évoquées dans cette émission où nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous un élu du peuple. Il est député national, il est cadre et au sein de l'UDPS, élu dans la circonscription de la Tchangou. Il est également le député provincial de Massina. Il s'agit de l'honorable Francis Chibalabala, qui l'autre fois a été le vice-président de l'Assemblée provinciale ici à Kinshasa. Honorable, merci d'être là et bon jeudi à vous. C'est moi qui vous remercie, merci. Bon jeudi à vous aussi. Alors, vous êtes député à l'entrée de jeu. Avant de prendre les questions ou encore la question qui préoccupe les Congolais que nous sommes, vous siégez avec les imposteurs. Vous et nous avons suivi un député, info, s'il faut le dire, qu'on appelle communément cher collègue. Comment expliquer qu'une institution si grande comme l'Assemblée nationale, deuxième d'ailleurs du pays, qui est ce genre d'infiltration, ne voyez-vous pas qu'on est tous exposés? Voilà. Je crois qu'il s'agit d'une aventure qui n'a pas fait son bon nombre de chemins, étant donné qu'il a été rapidement démasqué par nos collègues. Mais vous savez, les plénières au niveau de l'Assemblée nationale sont publiques. Le public a accès à la salle de plénière pour assister au déroulé de plénière. Il y a certainement des gens qui accèdent, qui peuvent même aller jusqu'à prendre place là où, à l'espace réservé aux députés nationaux. Je crois que c'est le cas de ces messieurs, parce que ici, confirmer qu'il a usurpé la qualité de député, je crois que oui, mais avec quelle ou pour quelle finalité? Parce que tous les députés sont connus. Il y a l'arrêt de la Cour constitutionnelle proclamant les résultats définitifs qui reprend les noms de tous les 500 députés. Pas 500, parce qu'il y a dans certaines circonscriptions, les élections n'ont pas été organisées. Okay. Je crois que c'est 400 et quelques députés. Nous avons des listings qui sont là, etc. Les députés sont payés par voie bancaire. Donc je ne sais pas comment il fait pour... je crois que il s'est distrait tout simplement, il perdait inutilement son temps. Donc il peut être là, mais sans participer au travaux. Pensez-vous qu'il a jeté l'opprobre sur toute une institution qui est l'Assemblée nationale? Non, pas du tout, parce que comme vous le savez, nous avons des gens qui assistent aux plénières, il y a des places réservées au public, mais nous avons tous constaté que ces non-députés s'asseyaient là où était réservé, là où à l'espace réservé aux députés nationaux. Bon, vous savez, nous venons de commencer, plus de 400, je crois, 77, 77 députés.
nous ne nous connaissons pas tous, nous venons à peine de commencer. Et peut-être avec les temps, nous allons nous connaître. Il y a des collègues que moi je ne connais pas personnellement, physiquement, ni nommément, que je ne connais pas. Donc, à force de rester ensemble pendant 5 ans, certainement nous allons nous connaître. Il y a des figures qui sont emblématiques, des figures très connues. Celles-là, au moins, ils ne peuvent pas... On ne peut pas douter de leur qualité de députés parce que tous savons qu'ils les sont réellement. Mais il y a aussi des gens, des élus de province par exemple, ou certains élus de Kinshasa que nous ne connaissons pas. Vous comprenez? Donc c'est naturel qu'il y ait quelqu'un qui se passe pour un député et qui siège avec nous sans qu'on l'ait démasqué à temps. Et je salue d'ailleurs la clairvoyance de nos collègues députés qui ont su bien entendu les démasquer à temps, parce que des gens comme ça peuvent bien entendu faire fuiter des secrets de notre chambre, même participer aux travaux alors qu'il n'a pas qualité d'abord. D'accord, il n'a pas qualité, c'est un imposteur, c'est vrai, mais au-delà d'être député national, vous êtes l'homme de droit. Sinon, on regarde ce qui s'est passé. Quel est le sort de ces derniers? Mais en même temps, on se pose des questions. Comment il est arrivé jusqu'au niveau d'une commission qui est réservée aux députés au point de siéger et de participer aux réunions? C'est compliqué, mais toujours est-il que... comment on peut s'y prendre? C'est ce que j'ai dit ici. Nous ne connaissons pas tous. Il y a des ceux-là qui sont connus. Il y en a aussi qui vont se faire connaître au fil du temps. Et c'est naturel qu'il y ait de telles infiltrations. En même temps, je profite pour interpeller nos services, notamment qui travaillent au sein de l'Assemblée nationale, à identifier généralement tous les collègues, tous ceux qui s'assoient à l'espace réservé aux députés. Je crois que c'est mieux pour nous éviter de telles situations dans l'avenir. Bon, je crois que l'acte posé par cet imposteur constitue bel et bien une infraction réprimée par les codes pénals, et nous avons tous suivi qu'il a été arrêté et même transféré à la prison centrale de Makala, parce que nous avons vu des images qui ont fait les tours des réseaux sociaux, et je crois qu'il va répondre de ces actes-là, parce que nous devons décourager ce genre de comportement. Sinon, dans l'avenir ou dans le futur, il y aura d'autres personnes aussi qui vont se passer pour magistrats. Déjà, ça s'est fait. Vous savez, nombreux sont aussi en prison à cause de cette usurpation. Mais je crois que le fait que la justice se soit saisie de ces messieurs, il sera vraiment rééduqué, et pour que dans l'avenir, qu'il ne puisse plus retomber dans ses travers. Alors, prenons la question d'actualité. Hier, comme on a dit à l'entame, c'était les spéculations, ou encore un ballot d'essai si vous voulez. Aujourd'hui, le chef de l'État l'a dit noir sur blanc qu'il mettra même en place dans 2 mois, donc l'année prochaine, une commission pour étudier, pour écrire, s'il faut dire ça comme ça, une nouvelle constitution. Que pensez-vous de ça? Bon, je crois que tous savons que le chef de l'État, c'est le premier d'entre nous. C'est lui qui est en train de présider aux destinées de notre pays. C'est le mieux informé. C'est la seule personne qui juge de l'opportunité, de l'urgence. C'est la seule personne qui sait quand est-ce qu'il faut agir et quand est-ce qu'il ne faut pas agir. Il a estimé que notre constitution a beaucoup d'écueils et que notre constitution doit être... Bon, vous avez parlé de la réécriture, c'est-à-dire les changements de la constitution. Je crois qu'il a évoqué des raisons qui sont scientifiquement prouvées, qui sont loisibles, et ces genres de raisons doivent absolument rencontrer l'assentiment de notre population. Parce que, vous savez, la Constitution, c'est la loi fondamentale. Et la Constitution, notre Constitution a prévu déjà
le mécanisme de sa révision. Tout à fait. Les changements, c'est un acte politique. Les acteurs politiques, il n'y a pas que le chef de l'État, il y a même au sein de l'opposition, il y a des voix qui s'élèvent, qui réclament la réécriture de notre Constitution. Que nous puissions remodeler notre Constitution, que nous puissions la détricoter. Et je crois que les raisons sont fondées et il nous revient, nous politiques, de prendre la balle au bon, de préparer bien entendu la population à ces changements ou à la révision constitutionnelle, au fin de nous permettre, bien entendu, de supprimer, sinon d'élaguer tout simplement les dispositions à problème. Alors on va... Ce qui est important ici, ceux-là même qui nous suivent souhaiteraient avoir de précisions, encore le détail par rapport à la question. Nous sommes chanceux de vous recevoir. Pourquoi? Parce que au départ, vous êtes un élu du peuple, un député national. Au-delà de tout, vous êtes UDPS, cadre au sein de l'UDPS. Le chef de l'État dit clairement que l'actuelle constitution ou encore la constitution que nous avons n'est pas bonne. Alors qu'il a été élu sur base de la même constitution, en même temps. La même constitution qui n'est pas bonne aujourd'hui, en 2014, vous, l'UDPS, vous y étiez catégorique. Quand Kabila pensait reviser certaines dispositions, vous avez dit non, niet, nous avons la meilleure constitution du monde. Et aujourd'hui, la meilleure qu'on a, vous pensez changer, reviser, tout en prétextant, ou encore tout en disant que elle a été écrite par des belligérants. Ne voyez-vous pas que les décors est planté et que tout est clair? Félix Tshisekedi veut s'éterniser au pouvoir? J'aimerais rectifier votre propos de tout à l'heure. L'UDPS n'avait jamais fait l'apologie de cette constitution que nous avons. Je vous rappelle, lors du référendum, nous avons battu campagne pour le non. Ouais. Et c'est la majorité présidentielle de l'époque qui avait battu campagne pour le oui. Ouais. Et les oui avaient l'emporté. C'est la constitution qui est en pratique. Là, nous sommes en 2006. Voilà. Après promulgation, en 2014, l'UDPS s'est opposé farouchement contre la révision de la Constitution, laquelle que nous avons. Pourquoi nous nous étions opposés? Oui. Pendant que nous avions fait remarquer à notre peuple et aux acteurs politiques que cette Constitution était en déphasage avec les réalités de notre pays, une frange de la population et certains politiques ne nous avaient pas cru. Les PPRD à l'époque, le FCC, je crois que le FCC n'existait pas encore, le PPRD avait mouillé le maillot pour que les oui l'emportent. C'était l'MP, majorité présidentielle. Les oui l'avaient emporté et quelques temps après, vous revenez pour nous dire, voilà, nous voulons revisiter quelques dispositions constitutionnelles. Non. Si vous nous aviez écouté en son temps, on aurait une constitution potable. Puisque vous êtes allé à rebours de la position de l'UDPS, nous avons aussi fait blocage pour que les articles, notamment ceux verrouillés, ou c'est l'article 220 verrouillé, ne soient pas rétoqués. Vous comprenez? Donc, nous, UDPS, on n'avait jamais accompagné des référendums dans le sens des oui, de voter pour la constitution que nous avons actuellement. Et je crois que, étant de l'UDPS, lors du vivant de Etienne Tshisekedi, il avait dit clairement, une fois UDPS au pouvoir, nous allons détricoter la constitution actuelle. Et nous en sommes là. L'UDPS est en train de gérer. L'UDPS estime que la constitution est une épine qui nous empêche de bien travailler. Mais le testament de notre population, vous faites allusion de Etienne Tshisekedi, c'est un fait privé. Tshisekedi est le père fondateur. Laissez-moi finir, vous allez peut-être comprendre le sens de ma question. Pour dire que les testaments qu'avait légué l'excellence délimitée, ça vous concerne, vous, l'UDPS. Mais aujourd'hui, vous voulez imposer cela pour toute la nation. Je me répète. Vous avez dit que la Constitution a été écrite par les étrangers. La Constitution ne répond pas aux normes.
encore moins aux réalités de notre nation, ça c'est vous qui le dites, mais du moins la même constitution a fait à ce que les présidents actuels soient élus. La même constitution a fait de vous, Francis Tchibalaba, l'honorable député national. Mais quand vous estimez qu'il faut la changer carrément, qu'adviendra-t-il? Non mais écoutez, en tant que républicain, en tant que respectueux des textes, puisque les textes que vous venez de citer, je parle de notre constitution, c'est celle qui est en vigueur, nous devons que nous conformer aux attendus de cette constitution-là. Donc si nous avons été élus sur base de cette constitution, c'est dans l'ordre de choses, bien entendu. Tout à fait. Nous ne sommes pas dans une jungle, dans un Far West, où les règles ne sont pas respectées, chacun fait ce que bon lui semble. Bon, maintenant que nous sommes en train de gérer, nous avons relevé les difficultés que nous rencontrons par rapport à notre gestion. Vous avez ici parlé de l'UDPS qui est en train de vouloir modifier ou changer la Constitution. Voilà pourquoi je vous dis, ce n'est pas nouveau. C'est une idée que nous avons caressée depuis plusieurs années, avant même que nous nous accédions à la magistrature suprême. Parce que nous voulons aujourd'hui offrir à notre peuple une constitution qui soit en phase avec l'évolution de la société, avec nos mœurs, avec nos réalités. Cette constitution nous a été importée et cette constitution est en déphasage avec beaucoup de choses. Le président a listé certaines choses qui doivent naturellement être changées dans notre constitution. Et je crois qu'en tant qu'intellectuel et en tant que politique, nous ne pouvons que réfléchir dans ce sens-là. Il a parlé de l'identification des députés, nous sommes pas en la formation du gouvernement, il a cité quelques points. Voilà, l'UDPS n'est pas en train d'imposer à la population. Là, je corrige votre propos de tout à l'heure. Nous ne sommes pas en train d'imposer à la population. En dernier ressort, c'est celle-ci qui va décider. C'est la population qui doit décider. Oui, la constitution que nous avons, notre problème, oui. la constitution que nous avons est l'émanation de la population, de notre peuple. Même si nous avons battu campagne pour le non, mais nous nous étions inclinés à la volonté de la majorité de la population. Donc, nous allons, si référendum il y en aura, nous allons bien entendu soumettre ça à la sanction de la population. Si elle estime que les raisons qui ont milité à la réécriture d'une autre constitution sont légitimes et fondées, je crois que la population votera pour le oui. Mais si celle-ci trouve que voilà, c'est une arnaque, tout simplement pour soi, parce que là, j'entends les gens dire que nous voulons, le président veut prolonger son bail au palais de la nation, il veut faire un 3e, 4e, 5e mandat, c'est comme ça qu'il est vent debout pour les changements de la Constitution. Et si la population trouve que ces raisons ou ces accusations gratuites sont fondées, elle votera pour le non. Donc laissons le choix à la population. Ici, je profite de votre micro pour dire à notre peuple que c'est lui qui détient la souveraineté totale. Le peuple est souverain, on le dit en démocratie, même si nous qui sommes du pouvoir, nous qui sommes aux affaires, nous qui gérons ou qui parlons au nom et pour le compte de ces peuples, même si nous le faisons, c'est tout simplement parce que ces peuples-là, à travers le loi de la République, nous ont légué une portion de leur souveraineté. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas l'exprimer autrement. C'est comme ça que vous verrez, un président peut se faire élire aujourd'hui par ces mêmes peuples-là, et les mêmes peuples descendent dans la rue pour exiger son départ, lorsqu'ils trouvent qu'il est à côté des assignations qui ont bien entendu poussé les peuples à voter pour lui. Donc la souveraineté totale appartient au peuple. Il sera soumis à l'appréciation de notre peuple. Ici, nous ne pouvons pas considérer que moi, par exemple, Francis, parce que j'ai une base derrière moi, j'ai mes électeurs, je ne peux pas considérer que j'ai le monopole du peuple, que j'ai le peuple derrière moi. Et quand je parle au nom de tout le peuple congolais. Non. Donc le peuple est libre d'exprimer son assentiment ou son désapprobation par rapport
au référendum ou par rapport à la réécriture de la Constitution qui verra le jour à l'année prochaine, selon les propos du chef de l'État. Alors, le référendum dont vous avez fait allusion, c'est de l'article 5 de l'actuelle Constitution. Le référendum, c'est carrément les élections. Vous êtes député aujourd'hui, donc hier, vous y étiez candidat. Vous avez vu ce qui s'est passé ici au Congo. La CENI, qui l'autre fois avait sanctionné certains candidats, d'après la CENI, eh bien, ces derniers détenaient des machines à voter. Tous étions ici et nous avons vu. Donc, en clair, on peut dire que jusqu'à nos jours, d'ailleurs, il y a une frange de l'opposition qui continue à remettre en cause les élections organisées l'autre fois par la CENI. Le référendum, cette fois-ci, on peut faire foi, ou encore on peut faire la confiance à l'actuelle CENI, qui au départ est déjà contesté, la composition du bureau bien sûr, s'il faut organiser les référendums. Quelles sont les assurances ou encore les garanties que les autres, les opposants ou encore la population si vous voulez, bandima que c'est nous on a reçu le référendum, on a crédible au point que c'est les oui qui va passer si seulement la population a accepté ou encore c'est le non qui va primer si seulement la population a accepté. Vous savez, depuis que nous organisons les élections, depuis qu'on a débuté avec les cycles électoraux dans ces pays, c'est la première fois où on voit la CENI sanctionner avant la publication des élections ceux qui avaient des machines à voter, qui ont triché. C'est la toute première fois. Et parmi ceux-là, il y a même nos candidats IDPS. Donc cela prouve à suffisance que la CENI était déterminée à faire les choses pour qu'il y ait vraiment du zéro faute par rapport à l'organisation des élections. Mais néanmoins, il n'y a jamais eu une élection parfaite à travers le monde. Tous avions suivi Trump décrier la fraude massive au niveau des États-Unis par rapport à l'élection de Biden. Vous comprenez? Donc, si dans des grandes démocraties, là où les élections sont organisées, là où le cycle est vraiment respecté, on arrive à dénoncer des fraudes, des tricheries, cela prouve à suffisance qu'il n'y a jamais eu des élections parfaites. Les impondérables, des imprévus, etc., peuvent toujours entacher le processus et essayer de jeter un discrédit, mais cela ne veut pas dire que les résultats sortis des urnes sont contestables. Vous comprenez? Donc, il y aura bel et bien référendum. Faisons confiance. Et les moyens, nous en avons? Faisons confiance à la CENI qui a démontré par le passé qu'elle était réellement l'église au milieu du village par rapport au processus électoral. Comme je l'ai dit tantôt ici, tous ceux qui ont été pris la main dans les sacs avaient été sanctionnés. Il y a même des personnalités importantes de ces pays qui avaient subi justement la rigueur de la CENI. Donc cela démontre qu'il y a une volonté affichée de bonifier les processus, d'offrir à notre peuple ou de proclamer les vrais résultats sortis des urnes et non les tripatouillages. Je crois que le message a été lancé clairement par la CENI, donc nous devons faire confiance à cet organe qui va devoir organiser les référendums et je crois foncièrement que les résultats qui en sortiront seront réellement la stricte vérité des choses. La stricte vérité des choses. Mais vous et moi, surtout que vous êtes député national, il faut parler pour le compte de la population, il y a les impayements. Les fonctionnaires sont impayés. Les enseignants, une frange, sont en grève jusqu'ici par faute de moyens, au niveau de l'État bien évidemment. Mais quand on parle déjà référendum, ce qui dit élection, est-ce que nous avons les moyens d'organiser le référendum en ce moment, pendant que le pays plutôt n'a pas de moyens, comme vous le dites? Vous savez, dire qu'il y a des fonctionnaires qui ne sont pas payés, je crois que c'est dénaturer l'effet. Les fonctionnaires sont payés, mais ceux qui sont en grève sont en train d'exiger la modification ou l'amélioration de leurs conditions, de leur traitement, leurs conditions de vie, etc. C'est leur droit aussi les plus légitimes, mais l'État est là aussi pour apporter des solutions à ces genres de problèmes. Mais tous connaissons que notre pays est en train de traverser des moments très difficiles
à cause de la guerre qui sévit dans la partie est de notre République. Cette guerre nous coûte énormément d'argent. Donc, il n'y a pas que les fonctionnaires, il n'y a pas que le médecin, c'est-à-dire tout en RDC est une priorité. Donc, l'État ou le président, à travers son bras séculier qui est le gouvernement de la République, est en train de faire un effort pour, un temps soit peu, soulager les difficultés des uns et des autres. Donc, on ne va pas atteindre la félicité en une année ou en 5 ans. Donc, nous sommes dans un processus pour améliorer les conditions de travail, améliorer les conditions salariales de nos fonctionnaires. Et je crois que ça a déjà été, il y a eu un début, quand le président de la République a pris ses quartiers au Palais de la Nation, il avait commencé par tripler quasiment les salaires des fonctionnaires par rapport à ceux qui touchaient avant qu'il ne soit là. Donc, les conditions sont en train d'être progressivement améliorées et je demanderai aux enseignants de prendre leur mal en patience. Ils ont la chance d'avoir un président qui est tout oui par rapport aux pleurs, par rapport aux revendications. Madame Subila avait demandé de faire preuve de patriotisme, donc d'aller enseigner comme ça sans salaire. Non, parce que là, nous sommes en train de... Il y a un projet de budget qui a été déposé au niveau de l'Assemblée, et ce projet de budget a tenu compte aussi de l'amélioration des conditions salariales des enseignants. Donc, priver nos enfants de l'école, je crois que ce n'est pas aussi être républicain, ce n'est pas être patriote. Alors, vous avez dit tantôt que la guerre nous coûte déjà extrêmement cher. Est-ce qu'il faut organiser un référendum ou bien non, mais si s'intéresser plutôt dans certains secteurs qui semblent être aussi importants? Je l'ai dit ici dès l'entame que la Constitution, c'est la loi fondamentale. Tout à fait. Si nous existons, si les gouvernants, les gouvernés, etc., les actes qui sont posés, les sont grâce à cette Constitution-là. Donc déjà, si elle pose problème, nous aurons du mal à marcher comme sur des roulettes. Donc c'est une réalité. Nous devons d'abord, comme lorsque les ministres ou les présidents arrivent, ils procèdent d'abord par des réformes. C'est doter des cadres juridiques qui vont leur permettre de travailler à bon escient. Donc la Constitution, nous considérons cela comme un cadre juridique qui permet au président ainsi qu'à son gouvernement, même aux députés, de travailler dans des conditions optimales pour offrir, bien entendu, les meilleurs de nous-mêmes. Vous comprenez? Donc, c'est aussi une nécessité, c'est une urgence que nous puissions retoquer cette constitution-là. Le moyen, aujourd'hui par exemple, les moyens qui sont affectés à notre armée, ne sont pas ceux qui étaient affectés avant le vote de la loi de la programmation militaire. Donc, aujourd'hui, par exemple, les dépenses qui sont engagées ne sont pas celles qui étaient dépensées avant l'avènement ou avant que le président Félix Tshisekedi soit président de la République. Donc, il y a toujours possibilité de trouver des moyens pour offrir à notre pays un cadre juridique qui soit en phase, comme je l'ai dit tantôt, avec l'évolution de notre société, avec nos réalités. Et cela, d'ailleurs, va faciliter à ce que nous puissions travailler de manière optimale au profit de notre peuple. Toujours dans le discours du chef de l'État. Une urgence, c'est une nécessité. Donc, il n'y a pas que les routes, il n'y a pas que les bateaux de pêche, etc. Il n'y a pas que l'éducation. Ça aussi, c'est important. Je viens de suivre dernièrement en Moldavie. Il y a eu référendum pour l'adhésion de ces pays à l'Union européenne. Est-ce que Moldavie n'a pas de problème qui nécessite de moyens? Ils ont aussi des problèmes. Donc, plusieurs fois, même dans des démocraties, même dans des pays où il y a vraiment des difficultés, lorsqu'il s'agit de doter la nation d'un cadre juridique, de loi, etc., je crois qu'il faut quand même y consacrer dans, quelque chose pour cela, pour éviter, bien entendu, de faire du surplace. Voilà pourquoi on va parler de l'opportunité, parce qu'il y a certaines questions plutôt qui sont actives et sensibles, et est-ce que l'opportunité y est pour changer la constitution? Mais nous, on va revenir. Rentrons sur le discours du chef de l'État.
Vous êtes un député national, vous êtes un élu du peuple, vous parlez pour le compte et au nom du peuple. Moi, un citoyen lambda, le chef de l'État, c'est toute une institution. Ce qu'il dit est naturellement pris en compte. Déjà au pouvoir, le président nous dit clairement qu'il ne va pas toucher à la Constitution. C'était une promesse faite par lui-même, qu'il ne va pas toucher la Constitution. Aujourd'hui, il dit que la Constitution que nous avons n'est pas bonne. Que peut-on nous comprendre? Bon, moi personnellement, je n'ai pas suivi le président dire qu'il ne touchera pas la Constitution. Je vous rassure. S'il l'a dit, vous savez, lorsqu'on gère, il y a... Parfois on apprend, quand on est président pour la première fois, on apprend sur l'État, parce que vous n'avez aucune expérience comme chef d'État, comme président de la République. Donc, il y a des propos qu'on tient, par exemple, au début de votre mandat, ou lorsque vous êtes en train de compétir avec les autres, qui peuvent subir des revirements au fur et à mesure vous êtes en train de gérer. Il y a des réalités que nous constatons à force de gérer. Donc, c'est vous comprenez? Donc, il y a des choses. Les présidents, est-ce que les raisons évoquées par les présidents ne sont pas fondées? Elles sont fondées. Tous ici, nous avons fait le parallèle entre la situation du Sénégal et la nôtre. On élit les présidents, des jours après, ils nomment le Premier ministre. Mais nous perdons quasiment 6 mois. Oui. 6 mois pour l'installation, etc., la prestation des serments. Et tout ça, ça nous met en difficulté, ça nous met en retard par rapport aux assignations, par rapport aux objectifs que nous nous sommes assignés, que les présidents, par rapport aux promesses des campagnes. Ça met les présidents en retard et nous voulons que les choses soient quand même bonifiées. Tous ici, tous les Congolais avaient dénoncé la manière dont le gouverneur sont élus. Tous nous dénonçons la corruption, etc. Il y a beaucoup de choses. Il y a la disposition qui parle de la cession de notre souveraineté pour l'unité africaine, par exemple. Vous parlez de l'article 71. 71. Ce n'est pas 3 de la Constitution. Non, 71. 71. Oui. Bon, j'ai... 71, ne vous en faites pas. Voilà, merci de me souffler. Et des dispositions comme ça doivent être vraiment retoquées pour éviter, parce que la situation que nous connaissons aujourd'hui est la résultante justement de la Constitution qui nous régit. Donc, pour ne plus retomber dans ces travers, il faut une Constitution, comme je l'ai dit, qui soit conforme aux réalités du pays, à l'évolution de notre société. Donc, le président de la République, si il avait dit qu'il ne va pas toucher à la Constitution, mais maintenant que tous les Congolais, à l'unanimité, sont d'avis que notre Constitution est en train de poser problème. Mais je vous ai donné un seul exemple ici, par rapport à la situation du Sénégal. Tout le monde est en train de dire, mais pourquoi chez nous ça doit durer, de l'autre côté c'est allé vite, etc. Mais c'est sur fond de texte que nous avons de notre Constitution. C'est une œuvre humaine, c'est vrai. Elle n'est pas parfaite, cette Constitution. Il se pourrait qu'il y ait de révision, certaines dispositions. Mais quand vous envisagez plutôt le changement, c'est peut-être là où le bas blesse. Mais sinon, laissez-moi encore vous poser une autre question. Cette mauvaise Constitution a fait de chef de l'État président de la République. Cette mauvaise Constitution a fait de mon invité aujourd'hui le député national. Il faut la changer, il faut la refuser, il faut la modifier, tout dépendra de la conception dont vous faites allusion. Mais s'il faut changer la Constitution, que deviendront les institutions en place? Est-ce que Félix Tshisekedi sera toujours président de la République? Est-ce que l'Assemblée nationale où vous êtes membre, vous allez continuer à siéger? S'il faut surseoir cette Constitution, on va plus non plus, parce que cette logique, reconnaître les pouvoirs qui est vôtre. Voilà. Moi, je crois que nous sommes en train d'aller vite en besogne. Nous sommes en train de faire des prédictions sur des choses qui ne sont pas encore arrivées. Le président a promis de mettre en place une commission qui sera chargée de réécrire notre Constitution. Mais en dernier ressort, c'est le peuple qui va décider. Attendons voir quelle est la version de la
de ces projets de constitution qui sera soumis à notre peuple? Quelle est la version qui sera adoptée? Et je crois que les dispositions constitutionnelles vont prévoir l'essor de nos institutions qui sont en place. Donc, puisque cette réécriture n'est pas encore à l'ordre du jour, ou n'est pas encore effective, je crois qu'il est malaisé pour moi de commencer à chupoter sur des choses qui n'ont pas encore pris corps. Ah bah, vous avez répondu, mais bon, du moins, la commission sera mise en place sans doute l'année prochaine, d'ailleurs le chef l'a dit, où on va réunir le pouvoir, ou encore le régime, l'opposition, la société civile, tout ça là, pour mettre en place cette nouvelle constitution. Mais s'il s'avérait que l'opposition refuse, qu'adviendra-t-il? Non, mais écoutez, nous avions refusé la constitution de 2006. Non, vous, c'était UDPS. Nous étions dans l'opposition aussi. Hein. Oui. L'opposition est plurielle. Okay. Je vous rappelle ici, sur ces plateaux, qu'il y a un membre de l'opposition, un membre éminent de l'opposition, un membre important de l'opposition, qui a émis les vœux de changer notre constitution. C'est un ancien Premier ministre qui a travaillé sous cette constitution que nous avons, qui a rencontré aussi des difficultés, des problèmes. Vous parlez d'Adolphe Muzito, mais d'aucuns pensent qu'il serait déjà des vôtres. Des milliers disent que il s'agit de l'opposition. Nous avons eu aussi une opposition qui avait soutenu les référendums en 2006. Vous comprenez? Donc, ici, on ne peut pas obliger, en démocratie, on n'oblige pas les citoyens à parler tous d'une seule voix. Donc, il y a toujours des voix dissonantes qui existent. Mais en démocratie aussi, toujours, il y a la voix de la majorité qui prévaut, qui prime toujours. Donc si la majorité, après référendum, vote pour ces projets de constitution, je crois que cette opposition minimisable va devoir s'incliner à la voix de la majorité. Minimisable? Effectivement. C'est comme ça qu'il faut qualifier cette dernière des Nzala, des pété-pété. Bon, c'est votre point de vue. Sinon, vous donnez l'impression comme si la question du changement de la Constitution est plus importante que la vie ou encore les vies des Congolais. Dans le sens où vous êtes sans ignorer qu'il y a l'insécurité qui continue à battre son plein de la partie Est. On n'arrive toujours pas à regagner ou à récupérer Bunagana. À Kinshasa, taux de chômage trop élevé. Les fonctionnaires, vous avez dit ça tantôt, la vie semble être de plus en plus difficile, mais vous êtes focus sur le changement de la Constitution en lieu et place d'améliorer la situation des Congolais. Je pars des exemples que vous venez de donner ici. Oui. Est-ce que nous sommes tous focalisés seulement sur les changements, la révision de la Constitution? Je réponds tout de suite non. Vous avez évoqué les problèmes de la situation de la guerre qui sévit à l'est de notre pays. Nous allons évoquer la question tout à l'heure. Je vous rappelle ou je vous informe que le président de la République a déjà recruté et formé plus de 27 000 militaires. Ce n'est pas pour aller se divertir. C'est pour aller défendre l'intégrité territoriale de notre pays. C'est pour bouter hors nos frontières cette nébuleuse qui est en train de décimer la population dans cette partie de la République. Le président est en train de déployer des gros moyens, de mettre suffisamment d'argent dans notre armée pour sa formation, pour son équipement, etc. Les balais diplomatiques que le président fait en rencontrant des décideurs de ces mondes, pour faire entendre raison à Kagame, pour qu'il y ait une batterie de sanctions contre Kagame par rapport aux atrocités que vit notre population, je crois que ce sont des actes extérieurs qui démontrent que nous sommes sur tous les fronts. Vous avez parlé des chômeurs, mais je vous rappelle que le président de la République a recruté plus de 5 000 magistrats. Il y a 2500 qui sont déjà en service et d'autres vont l'être dans les jours, dans le mois qui viennent. En dehors de ça, nous sommes en train de
de mettre en place des cadres juridiques pour permettre de résorber les chômages, de mettre pas en exergue, sur orbite l'entrepreneuriat pour permettre aux jeunes, par exemple, parce que l'État ne peut pas employer tous les Congolais, même aux États-Unis, partout, il y a des privés aussi qui emploient. On est en train d'assouplir les conditions pour permettre justement aux entrepreneurs de venir dans notre pays, de s'installer et de recruter des Congolais. Donc, je prends l'exemple des sociétés qui sont venues, je prends Pepsi et les autres, ils ont recruté la main-d'œuvre locale, ce sont des Congolais qui sont en train de travailler, l'usine de carreaux, etc. Vous comprenez, il y a même l'usine de barres de fer. Donc, les personnels qui est là est congolais. Donc, c'est vrai que les taux de chômage avaient atteint son paroxysme. Ce n'est pas en un tournement qu'on peut résoudre tous les problèmes. Je vous informe, même aux États-Unis, il y a aussi des chômeurs. Donc, nous sommes dans ces processus-là. S'agissant des enseignants, etc., leur salaire a été triplé et nous sommes en passe d'améliorer leurs conditions de travail. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas que la révision constitutionnelle ou les changements de la Constitution qui nous préoccupent au plus haut point. Il y a aussi des questions d'État, des questions sécuritaires, des questions sociales, etc., qui nous taraudent et dont les solutions sont en train d'être prises pour que, là où ça ne marche pas, qu'il y ait quand même une certaine amélioration. Donc, il n'y a pas que ça qui nous préoccupe, mais seulement nous voulons ici, sous le mandat du président de la République, offrir à notre peuple une constitution qui ne va plus poser problème dans l'avenir. Ce n'est pas seulement pour nous. Vous savez, 10 ans, c'est beaucoup, mais c'est peu. Le chef de l'État est en cours de son 2e mandat, mais c'est comme si c'est hier qu'il a été élu président de la République. Donc déjà, ça fera une année. Comment il va s'y prendre? Est-ce qu'il va respecter son deuxième mandat? Donc ce n'est pas seulement pour nous. Ou bien nous, on change la constitution aujourd'hui. Taboula Rasa, il va postuler encore à nouveau pour mettre en exergue ou en exécution la prochaine. Je ne saurais pas répondre à votre question. Je ne suis pas un devin. Comme je l'ai dit, je crois que j'avais répondu à cette question, mais autrement posée. Je ne ferai pas de prédictions par rapport à l'issue de ces processus. Je ne connais pas les attendus de la Constitution, qu'est-ce qui sera repris dans les dispositions constitutionnelles, et là je suis vraiment très mal placé pour faire une analyse quant à ça, et surtout qu'il reviendra à notre peuple de décider si il aura besoin d'une nouvelle constitution ou d'une constitution révisitée. La question sécuritaire, parlons-en, d'ailleurs c'est par ici peut-être qu'on va se quitter. L'insécurité à l'Est. Pas plus tard qu'hier, pendant que les chefs de l'État étaient devant les Boyomais, les M23 ont gagné Kalembe, qui jadis était occupé par, ou encore contrôlé, voulais-je dire, par nous, Kinshasa, par nous, Ouazalendo. Les M23 gagnent du terrain. Si on changeait la constitution, la situation va changer. Mais est-ce que ce sont des textes qui iront combattre au front? Il s'agit d'une Vous avez lu ma question. Parce que je crois que Vous avez lu ma question, oui. J'ai compris votre question. Vous n'avez fait que relayer ce que certains compatriotes disent. Est-ce que un texte de loi peut aller au front pour aller combattre? Je vous ai ici démontré les actes posés par les présidents de la République pour bouter hors de nos frontières les M23. Qui est les bras armés du Rwanda, donc des Kagame, qui nous agressent, qui causent la désolation dans cette partie de la République. Les militaires ne sont-ils pas formés? Ils le sont. Ils ne sont-ils pas payés? Ils le sont. Notre armée n'a pas des arsenaux de guerre impressionnants pour dissuader justement nos agresseurs à continuer à agresser notre pays. Je crois que notre armée est équipée et ce sont des actes extérieurs qui démontrent la volonté affichée du chef de l'État pour que la paix définitive soit instaurée dans cette partie de la République. Donc, les textes ne viendront pas combattre au front. Donc ça, la question est très mal posée. Mais le plus important ici, c'est que le président de la République a fait
sien tous les problèmes qui traversent nos populations et il est sur le front en train de combattre pour que des solutions efficaces soient au rendez-vous au fin de soulager un tant soit peu la situation de nos compatriotes. Donc ici, nous ne pouvons pas dire qu'il y a l'absence du président de la République. Il est certes vrai qu'il n'est pas omniprésent, mais il nous en donne l'air parce qu'il est sur tout le front et cela démontre qu'il est en train de mettre à exécution ses promesses de campagne, la détermination à résoudre les problèmes des Congolais. Cependant, nous devons nous mettre en tête que notre pays est dans un fossé incommensurable et ce n'est pas du jour au lendemain ou en 5 ans que nous allons devenir la France, que nous allons devenir l'Allemagne, que nous allons devenir la Belgique par exemple. Non, nous sommes dans un processus. Le plus important, c'est de s'engager à quelque chose et après il y aura d'autres personnes qui viendront parfaire bien entendu le travail du président c'est la continuité en vertu de la l'État, continuité de l'État. Donc nous sommes sur des bonnes bases et nous espérons que les choses vont évoluer. Déjà elles sont en train d'être évoluées dans le sens du souhait de la population, mais les satisfecit ne viendra pas comme par enchantement, comme s'il s'agit d'un coup de baguette magique. Donc le président n'a pas un pouvoir messianique pour changer radicalement les choses. Donc le fait d'être vent debout contre tout ce qui préoccupe sa population, je crois que c'est ça le plus important. Alors ça fait beaucoup d'années que le Rwanda nous agresse, le Rwanda nous fait du mal via les M23 bien sûr, Paul Kagame qui soutient l'armée ou encore ces groupes M23 pour nous faire du mal. Le chef de l'État a plus d'une fois condamné, a accusé Kagame partout au monde, mais Kinshasa n'arrive toujours pas à réagir. Ça fait plus de 3 ans qu'on dénonce Kagame, mais sur terrain, on ne réagit presque pas. Non, vous savez, dire qu'on ne réagit pas, qui ne réagit pas? Les pouvoirs de Kinshasa. Mais écoutez, monsieur le journaliste, le fait d'envoyer des militaires au front, est-ce qu'il n'y a pas des militaires congolais qui sont en train de tomber tous les jours? Voilà, donc les faits répondent directement à votre question. Vous savez, la question de l'Est, c'est une question qui nous tient tous en haleine. Ça préoccupe et les pouvoirs en place et la population. Nous sommes des cœurs avec nos compatriotes de l'Est. On ne peut pas parler de développement pendant que ça brûle dans une partie de notre République. Et cette partie, c'est la partie qui régorge suffisamment des ressources minières. Vous comprenez? Donc la stratégie du Rwanda était de créer une zone de non-droit pour faire main basse sur nos richesses. C'est ce qui est en train de se faire au jour d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se faire. Donc c'est un sujet qui polarise tous les Congolais, que ce soit de l'opposition ou de la majorité. On ne peut pas considérer qu'on est indifférent par rapport à la situation parce que les faits en disent suffisamment long par rapport à la volonté d'accompagner, de compatir à la situation de notre population qui vit justement ces atrocités dans cette partie-là. Hier, il y a eu 84e prorogation de l'état des sièges. Vous êtes député, certainement vous étiez là. Est-ce que cela ne vous gêne pas, nous au Congo, ou encore ça ne nous gêne pas? 84e prorogation d'état des sièges, alors qu'elle est réalité sur le terrain. Apparemment, vous avez dit que nos militaires sont au front et qu'on arrive à faire l'essentiel, mais toujours est-il que ça fait près de 3 ans que Bunagana nous échappe. On peut parler clairement ici de l'occupation. Il y a eu prorogation d'état des sièges, sinon pour quelle finalité? Je vous rappelle que l'Ukraine est en train d'occuper Koursk. C'est une région de la Russie depuis aujourd'hui plus de 2 mois. Plus de 2 mois. Nous parlons 3 ans ici. Tous savons, écoutez, je vais en venir. Tous savons que la guerre, nous savons lorsque ça commence, mais lorsque ça se termine, ça, on ne peut pas en faire des prédictions. Tout cela, tout analyste de la politique internationale sait que, ou tous savons
que la Russie, c'est la deuxième puissance militaire. Et que lorsqu'il va décider d'attaquer l'Ukraine, c'est dans un mois, la Russie allait conquérir l'Ukraine, mais ça fait plus de 2 ans aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Il s'agit d'une guerre, nous savons lorsque ça commence, mais lorsque ça se termine, nous n'en savons pas. Nos militaires sont en train de combattre sur le front. De l'autre côté aussi, ils ont des arsenaux de guerre, ils ont des hommes qui sont armés par le Rwanda, qui sont en train d'attaquer notre public. Nous devons nous féliciter parce que l'objectif de cette nébuleuse est de gagner du terrain et de prendre pratiquement le contrôle de toutes les provinces qui puissent rentrer dans l'ère Giron. Mais ce n'est pas une réalité aujourd'hui. Ils sont aussi en difficulté par rapport à leur progression. Et qui le mettent en difficulté, ce sont nos phares d'essai. C'est aussi la population qui est fatiguée, qui exprime une certaine désapprobation par rapport à cette situation qui a longtemps duré, qui a fait des milliers de morts. Vous comprenez? Donc, nous sommes en train de nous battre et nous espérons que nous allons triompher de cette guerre. Et ça, c'est le souhait de tout Congolais en tout cas. C'est notre souhait à nous tous, parce que moi, je m'en tiens à la volonté affichée du président de la République. Merci d'être venu. Il suffit pas de dénoncer, mais il faut aussi poser des actes. Et les actes sont là, posés par le chef de l'État. Cela prouve suffisamment que cette guerre finira par se terminer un jour. Et ça sera pour le bonheur de notre peuple. Tout à fait. Et au moins, nous aurons en entier notre pays. Ça sera pour notre bonheur à nous tous. Et nous devons accompagner nos phares d'essai, ne pas les décourager, faire l'apologie du 1-23. Je vois certains compatriotes dans des réseaux sociaux faire l'apologie du 1-23. Vous comprenez? C'est ce que nous condamnons. Surcoter les 1-23 et réduire notre armée. Non, nous devons encourager notre armée. Vous savez, accepter de payer de sa vie pour les autres, ça relève bien entendu d'un patriotisme prononcé. Et des gens comme ça qui ne sont pas suffisamment ou qui ne sont pas très bien payés, ils acceptent quand même. Le moins que nous puissions faire, c'est de les encourager, de les accompagner, d'applaudir lorsqu'ils sont en train de faire de prouesses sur le terrain, de reconquérir des villes ou des villages qui étaient dans les jurons du 1-23. C'est ça, c'est comme ça, c'est cette attitude qu'on doit avoir si nous sommes réellement compatriotes, si nous aimons réellement notre pays. Merci. Donc l'état d'urgence a apporté ses fruits, puisque la progression n'est plus comme elle était avant, grâce justement à cet état d'urgence. État des sièges, état des sièges, excusez-moi. Oui. Donc les choses sont en train d'évoluer dans un bon sens. Mais pourquoi on doit revenir à la case du départ, ou la situation qui nous était préjudiciable parce qu'il y avait une progression fulgurante du 1-23 dans les zones de combat. Donc nous estimons que l'état de siège est en train de porter ses fruits. Voilà pourquoi les députés, dans la grande majorité, sont en train, bien entendu, de voter pour la prorogation de cet état d'urgence. Alors, merci d'être venu. Pour ceux qui ne savent pas, je rappelle que vous êtes élu national, député national de l'UDPS, élu de Lukunga, voulais-je dire. De la Tchangou, je m'excuse. Élu de la Tchangou. On a parlé en rapport avec le changement ou la révision de la Constitution. Merci pour la disponibilité. Mais du moins, il y a une question qui m'est venue, c'est par là qu'on va se quitter. N'avez-vous pas peur de la réaction de la rue? La rue a déjà réagi. Le discours du chef de l'État a fait le tour des réseaux sociaux. Vous l'aviez suivi, les compatriotes... Les gens analysent encore. Tous les compatriotes... Parce que juste ici, il y a rien de concret. S'il vous plaît, l'ont suivi. Vous savez, lorsqu'il était question de retoquer l'article 220, le président Kabila ne l'avait pas dit solennellement, mais les actes extérieurs avaient poussé la population à investir les rues et la population s'était inscrite contre cette révision. Les chefs de l'État, vous avez dit ici, c'est une institution.
il a parlé, mais la population est d'accord avec la position du chef de l'État. Sinon, il y aurait des remous, il y aurait déjà de manifestations. Merci. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes député national, élu de la Tchangou. Merci beaucoup, maître Francis Tibalabala. Partie remise, hein, on peut vous retrouver prochainement. Et qui verra, on va voir si seulement la constitution sera révisée ou changée. Bon, et aussi, j'informe, oui. excusez-moi, j'informe mes électeurs que dans les mois qui commencent, je serai sur tous les fronts, dans toutes mes bases, pour parler de de la nouvelle constitution. Ah bon, déjà. Voilà, nous devons sensibiliser notre peuple, lui montrer les biens fondés du changement ou de la révision de la Constitution par rapport à son devenir, par rapport à ce dont dont notre peuple est en train d'aspirer. Merci beaucoup alors, c'est par ici qu'on va se quitter. On se retrouve demain à la même heure avec le même plaisir pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18 h les internautes. Abonnez-vous à Espace Télévision, abonnez-vous à l'RTVS 1. Merci à Brandon pour la réalisation. Merci à Jires Mabeka. Merci également à Molo Cantoni qui était du côté de la régie finale. À mon invité, merci encore une fois de plus pour la disponibilité. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.